On parle beaucoup aujourd'hui d'un retour à l'esprit des Lumières, sans doute parce qu'on se trouve dans une période dans laquelle cet esprit des Lumières nous semble menacé. Mais nous en avons une notion assez vague, de la même manière que nous avons des notions du libre examen, de la tolérance, de l'exercice de la raison critique. Mais tout ça est relativement vague, mais nous sentons bien qu'à l'époque des populistes, à l'époque de Trump, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des fake news, tout ça fait en sorte qu'on se demande si l'exigence de raison critique qui était propre à l'esprit des Lumières est encore d'actualité ou bien si elle se trouve menacée. Alors, pour ne pas répondre directement à cette question, à laquelle il est très difficile de répondre parce que c'est une époque dans laquelle nous sommes plongés. La nôtre est peut-être la plus intéressante pour nous parce que c'est la seule dans laquelle nous puissions agir, mais en même temps, il est très très difficile de prendre une distance puisque nous y sommes immergés. Je me suis dit que ce serait intéressant, philosophiquement parlant, de revenir à ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et en ne prenant pas tous les philosophes des Lumières parce que c'est un grand mouvement européen, donc il y a des Lumières françaises, allemandes, anglaises, italiennes. Je me suis limité à la France et je me suis limité aux auteurs les plus importants et en même temps les plus connus d'ailleurs, peut-être pas le dernier. Donc j'ai parlé de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Condorcet aussi, c'est le dernier qui est un peu plus jeune que les autres et qui mourra en 1794 sous la répression de Robespierre pendant la Révolution française. Donc on parle beaucoup de ces penseurs des Lumières et de leur influence sur la Révolution française et puis sur les idées contemporaines des 19e et 20e siècles. Mais je pense qu'il faut essayer de ne pas simplifier les choses, c'est-à-dire de ne pas prendre au hasard un certain nombre de thèmes dont ils ont traité et qui sont encore contemporains, parce que souvent d'ailleurs ça a vieilli. Ce qui est intéressant, c'est quand même de les remettre dans leur contexte et de leur donner, je dirais, leur chance d'une lecture sympathisante à l'heure actuelle. Alors j'ai commencé par Montesquieu. Montesquieu, tout le monde en parle de façon d'ailleurs souvent confuse, mais c'est toujours intéressant quand les gens parlent des choses de façon confuse. La philosophie commence comme ça, c'est la doxa, l'opinion. C'est mieux que les gens parlent de quelque chose mal, mais ils sont intéressés et alors on peut essayer de clarifier les concepts, que des choses dont ils n'ont jamais entendu parler. Il faut essayer de susciter leur intérêt, c'est plus difficile. Or Montesquieu, bon, on l'appelle le théoricien de la séparation des pouvoirs. Vous allez voir que c'est pas tout à fait exact, mais enfin, ce qu'on appelle aux États-Unis les checks and balances, l'équilibre des pouvoirs. Et pourquoi l'équilibre des pouvoirs? Eh bien, parce que pour éviter que quelqu'un qui exerce un pouvoir ne prenne trop de place et devienne tyrannique, voyez ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, c'est très intéressant et caractéristique, eh bien, on essaye de diviser les pouvoirs, de les équilibrer l'un l'autre, qu'ils s'équilibrent l'un l'autre de façon à éviter le despotisme. Et ça, c'est un trait central des Lumières qui a été commencé à être analysé par Montesquieu au début du XVIIIe siècle. Et donc, je vais essayer de parler de cet ouvrage fondamental de Montesquieu qui s'appelle L'Esprit des lois, qui a eu tellement d'influence sur les révolutionnaires américains, mais même sur le droit public français, allemand, et qui aujourd'hui est tellement essentiel parce que cette théorie des checks and balances, de l'équilibre des pouvoirs, est une théorie qui est centrale dans l'organisation des institutions américaines et elle est aujourd'hui fondamentalement mise en cause, en danger, attaquée par l'administration Trump dans un mouvement qui peut être irréversible, j'espère que non, mais ça vaut la peine de voir un peu ce que Montesquieu voulait dire et de faire un lien entre ce qui se passe aujourd'hui. En ce qui concerne Voltaire, il y a beaucoup de choses à dire de Voltaire, c'est le grand intellectuel comme on le dit, et c'est vrai qu'à partir des années 1760, donc dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle où c'est vraiment l'efflorescence des Lumières, eh bien à ce moment-là, Voltaire entre dans la mêlée. Au lieu d'écrire des textes, au lieu d'écrire des pièces de théâtre, au lieu d'intervenir philosophiquement, ce qu'il fait bien entendu, il intervient à une époque dans laquelle c'est assez dangereux de le faire d'ailleurs, il intervient pour essayer de sauver des gens qui sont victimes de l'injustice, du dogmatisme religieux et du despotisme royal. Et il ne les sauve pas toujours, souvent il n'arrive pas à les sauver, mais il essaie
essaye de les réhabiliter et d'alerter sur les injustices pour que les institutions changent. L'affaire la plus célèbre, c'est l'affaire Calas, donc d'un protestant qui avait été exécuté parce qu'on l'avait soupçonné d'avoir tué son fils voulant revenir à la religion catholique. Donc c'était une époque où le protestantisme était interdit. Mais il y a d'autres affaires qui font que Voltaire est devenu à un certain moment le représentant de ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels, donc qui utilisent leur savoir, leur position, leurs relations pour intervenir sur le plan des principes à l'extérieur de leur discipline. Alors, Rousseau, c'est l'opposé de Voltaire, et ce qui est intéressant chez Rousseau, c'est qu'il critique, comme Voltaire et comme tous les autres, il critique le dogmatisme, le despotisme, etc., mais il critique aussi les Lumières, il critique les villes, il critique la modernité, le savoir, le luxe, au nom d'une idée qui est une idée plus authentique, selon lui, de l'être humain. Il critique l'hypocrisie, il développe une théorie politique, le contrat social, il développe aussi une théorie de l'éducation, l'Émile, et ça change beaucoup, et on s'y réfère encore parfois. Bon, bref, il y a tout Alors c'est intéressant aussi de parler de Rousseau, parce que le personnage est intéressant au sens où il est quasi paranoïaque, il va être véritablement persécuté, mais il va avoir des ennemis partout. Et puis il y a Diderot, l'encyclopédie, cette espèce de somme des savoirs qu'on essaye d'articuler au milieu du XVIIIe siècle, et puis surtout le fait que Diderot est celui qui va le plus loin dans la critique de la religion. Beaucoup de critiques de la religion étaient encore religieux, ils étaient contre le dogmatisme de l'Église, contre les superstitions, mais il défendait quand même l'idée d'un Dieu horloger, par exemple chez Voltaire. Vous allez voir que chez Diderot, qui a d'ailleurs publié de façon anonyme parce que c'était très dangereux de faire ça au XVIIIe siècle, il était véritablement athée, matérialiste et même en quelque sorte pré-darwinien. Donc vous imaginez ce que ça pouvait signifier de danger pour celui qui faisait ça, et il a souvent publié de façon anonyme ou sous d'autres noms, où ce sont des textes posthumes parfois, parce qu'il voulait pouvoir continuer l'encyclopédie, la publication de l'encyclopédie qui déjà suscitait pas mal de problèmes. Et enfin Condorcet le dernier, c'est un des élèves, si on veut, de Voltaire. Lui est né un peu plus tard, et lui a vécu la Révolution française, et il s'est engagé dans la Révolution française. Et c'est l'homme des Lumières qui coche quasi toutes les cases, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a défendu la lutte contre l'esclavage, il a défendu le droit des femmes, il a défendu le suffrage universel, il s'est véritablement battu pour l'instruction publique et gratuite, pour la défense de l'esprit critique. Malheureusement, il a été engagé dans la Révolution française. Il était plutôt proche du courant qu'on appelait les Girondins, qui était un courant plus modéré, mais c'était pas les Girondins qui étaient de pourvoir, c'était Robespierre et le Club des Jacobins, et il a fini par être rattrapé, et il est mort en prison. Voilà donc un des seuls philosophes des Lumières qui a vécu jusqu'à la Révolution française et qui a été emporté par la Révolution elle-même, alors que c'est sans doute l'esprit des Lumières le plus radical et le moins ambigu, parce que nous verrons que Voltaire, autant que d'autres, etc., avait parfois des positions assez ambiguës. Voltaire a par exemple des propos très antisémites, aussi très élitistes, mépris de la masse. Vous ne trouvez pas tout ça chez Condorcet, mais voilà, je pense qu'à partir de tout ça, nous pourrons avoir une sorte d'idée de ce que ont représenté ces penseurs-là, et nous n'allons pas trop vite actualiser parce que c'est jamais bon, ça devient alors du prêt-à-penser, mais vous allez voir que quand même ça nous donne un certain nombre d'idées et peut-être d'espoir aussi sur ce que signifie aujourd'hui une réévaluation de l'esprit des Lumières.